J'appelle Corinne de Bilbao, Clara Chapaz, Jingo, Diarata Ndiaye et Philippe Anglebert. Merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure, c'est ça. Donc effectivement, je suis Frédéric Bardot, je suis le président cofondateur de Simplon, fan inconditionnel du Mouvement Impact France, et un petit peu responsable du fait qu'il y ait des universités d'été de l'École 2000 demain et qui sont cette année encore plus retentissantes que les éditions précédentes. Donc c'est super de vous voir tous ici et de vous voir tous en ligne. Je suis ravi d'animer ce panel. Je disais en coulisses qu'on est soit intervenant au début, puis après quand on est dans l'ESS et qu'on est une espèce de personne qu'on a trop vue, on devient modérateur. Donc voilà, moi je suis passé de l'autre côté. Donc maintenant je modère, je n'interviens plus. Ça ne veut pas dire que je vais me taire, mais non, je suis ravi d'animer ce panel. Le thème est important et pas facile, hein. Donc GAFAM for Good, ambition ou utopie. Donc on va passer un peu de temps sur ces questions clés avec des concepts un peu bancals, on va y revenir. Et je suis ravi de vous avoir. Donc on m'a dit, c'est toi qui les présentes, c'est pas eux qui se présentent, parce que sinon on va gratter trop de temps sur le panel. Très bonne mécanique d'animation de Ticket for Change, je vais vous présenter dans un instant. Et donc je suis censé faire une introduction sur le thème pour le cadrer un petit peu. Donc je partage quelques éléments avec vous, hein. Bien sûr on va en rediscuter, il y a les questions du public à la fin. Je disais que les questions sont importantes, les concepts sont un peu bancals. Donc déjà le premier concept c'est GAFAM. Donc celui-là il est un peu bizarre, hein, parce que des fois c'est GAFA, des fois c'est GAFAM. Il y en a qui disent GAFAMI aussi, qui rajoutent IBM. Il y en a qui parlent aussi des Natou, de Netflix, tout ça. Enfin bon. Donc voilà, est-ce que ces gens-là sont tous pareils à mettre dans le même sac et dans le même panier? Parce que moi j'en doute. Ils ont, on va dire, des modèles et des postures assez différentes et des modèles économiques assez différents, mais c'est vrai qu'ils partagent voilà, le fait d'avoir un poids déterminant dans nos vies et sur les sociétés. Et donc la question de savoir si les GAFAM sont for good est fort légitime, puisque leur impact et donc leur sens des responsabilités au sens de Spider-Man. Est-ce qu'un grand pouvoir génère de grandes responsabilités? On le pense et ils le savent et ils agissent. Je voulais aussi partager avec vous l'adage un peu de notre regretté Bernard Stiegler sur le fait que le numérique est un pharmacone, c'est-à-dire qu'il est à la fois un remède et un poison. Donc quand on parle de la partie for good, effectivement, on se dit toujours il y a la partie for good, mais il y a aussi l'autre revers de la médaille, donc la partie remède et poison. Et je pense que c'est pas uniquement les GAFAM qui sont comme ça, mais que toute organisation a des impacts positifs et négatifs. Et donc de la même manière qu'on parle de Green IT et d'IT for Green, donc d'utiliser la technologie dans le domaine environnemental, on pourrait dire qu'il y a GAFAM for Good, mais il y a aussi des good GAFAM. Donc est-ce qu'il y a des GAFAM qui sont plus good que d'autres? Donc ça, on va en parler aussi. Moi aussi, j'ai ma petite idée. En tout cas, ils sont très différents. Et pourquoi est-ce que je suis aussi modérateur? C'est parce que j'ai la chance à Simplon de travailler avec la plupart de ces entreprises, et donc effectivement d'avoir pu apprécier les différents modes de collaboration avec ces géants du numérique, et notamment sur le champ des compétences, hein, bien sûr, de l'emploi et de l'inclusion. Et donc je peux témoigner que tous, à des degrés différents, ils ont participé directement ou indirectement à la création de milliers, voire de millions d'emplois et à la montée en compétences de milliers et de millions de personnes avec Simplon et avec d'autres. Et qu'on peut constater effectivement certaines différences. Donc il y a certains acteurs qui sont très attachés au fait que les compétences qui soient déployées soient liées à leur technologie, et d'autres qui sont un petit peu plus en distance là-dessus et qui préfèrent faire monter en compétences de manière générique, hein. Donc c'est le cas de ce qu'on fait Simplon avec Microsoft sur les écoles IA. Et donc ça, c'était un point que je voulais souligner aussi. Et d'ailleurs, on a abouti, mais peut-être Corinne, tu en reparleras, avec les écoles IA Microsoft by Simplon, à créer un Bac+3 en IA, donc qui est maintenant un diplôme reconnu, générique, hein, qui est pas un diplôme en technologie Microsoft, qui est un diplôme sur un métier, sur une compétence. Et avant, l'IA, c'était des choses de Bac+5, maintenant, ça commence à Bac+3, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle, donc un exemple de GAFAM for Good, et il y en a plein d'autres, et vous allez y revenir. Et dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est qu'effectivement, le concept de Tech for Good est lui aussi soumis à controverse, puisque selon qu'on parle du Tech for Good Summit, on va y venir, ou à Tech for Good France, qui a fusionné avec le mouvement Impact France, effectivement, les acceptions de la Tech for Good peuvent être assez différentes. Et donc, voilà, c'est là-dessus que je conclurai avant de présenter les acteurs. C'est
de quelles entreprises parle-t-on, de quel tech for good parle-t-on, et est-ce qu'il est possible d'être uniquement for good et de ne pas avoir d'impact négatif. Et ça n'est pas un problème de statut ou de vertu. Et voilà, la dernière chose que je voulais partager, c'est que je pense que comme la plupart des acteurs qui sont dans la salle, les GAFAM doivent être jugés non pas sur leurs déclarations, mais sur leurs actes et sur les choses voilà, très concrètes et sur la cohérence qu'ils peuvent avoir entre leur discours et leurs actes, et que c'est une bonne manière de regarder s'ils sont for good ou pas. Donc ça, je laisse les 3 petits points voilà, continuer. Donc je présente les intervenants donc dans le désordre. Donc on devait avoir le secrétaire d'État au numérique et aux communications électroniques, c'est ça, qui est en déplacement avec l'EPM, donc avec Jean Castex à Caen sur les tiers-lieux. Mais nous avons la chance d'avoir Philippe Englebert, qui est conseiller à l'Élysée sur des sujets de numérique, ancien collaborateur de Cédrico sur la partie numérique, donc c'est des sujets qu'il connaît bien, et en charge des entreprises, de l'attractivité et de l'export. C'est ça, Philippe? Bon, c'est bien. L'autre intervenante que je suis très très fier d'avoir ici et de vous présenter, puisque c'est une de ses premières sorties médiatiques, c'est le nouveau visage de Microsoft en France, donc Corinne de Bilbao, qui est donc présidente de Microsoft en France et qui a un background dans l'industrie, qui a passé 28 ans chez GE et qui connaît plein de secteurs, la santé, la finance, l'énergie et des choses comme ça, et donc qui vient de prendre son poste à Microsoft France et qui va nous raconter effectivement les engagements de Microsoft France sur la partie for good. Donc je suis ravi que vous soyez là. Clara Chapaz, donc qui est Chief Business Officer, donc pas de blague sur les hamburgers, hein, c'est pas une CBO. C'est un petit clin d'œil, qui est Chief Business Officer, c'est elle qui l'a faite, hein, la première, la blague, chez Vestiaire Collective. Donc Vestiaire Collective, c'est une app et une plateforme de dépôt-vente, de produits plutôt premium, de luxe et de mode. Et vous parlez donc de seconde main et de mode circulaire. Donc on va revenir aussi sur la partie sustainability de la plateforme. Et j'ai vu qu'il y avait entre 550 000 articles par semaine qui étaient échangés sur la plateforme. Donc c'est assez incroyable. Et Jean Guo, que je suis très très content d'avoir sur ce panel, qui est donc cofondatrice et CEO de Connexio. Et Connexio, c'est une association qui travaille dans le domaine de l'inclusion et de la formation au numérique des personnes étrangères et éloignées de l'emploi, en France et au Malawi, je crois. Voilà, donc ouais, je pitch bien les gens, ça va, j'ai bien préparé. C'est la première fois que je prépare un panel de ma vie, je crois. Et last but not least, Diarata Ndai, donc qui est responsable de l'association Résonante et de l'application qui s'occupe de faire de la sensibilisation et de la prévention des violences sexistes et sexuelles, et à qui je donnerai la parole pour qu'elle puisse nous raconter son projet éminemment Tech for Good. C'est bien, j'ai pas de... C'est parfait? Oh, je suis parfait, c'est super. Alors entrons dans le vif du sujet. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, je vais commencer par toi, Philippe. C'est toi qui as perdu, parce que tu es le seul. Vous remarquerez ce panel extrêmement féminin, et ça, c'est très très bien dans le domaine du numérique d'avoir des panels inversés comme ça. Mais donc, pour le coup, on va donner la parole à l'homme en premier. Donc la première question sur laquelle j'ai envie de te faire réagir, c'est sur le pitch de cette table ronde. Donc GAFAM for Good, ambition, utopie. Est-ce qu'effectivement la tech for good c'est complètement hors sujet par rapport au GAFAM? Est-ce que c'est un argument marketing? Est-ce qu'il y a du tech for good watching? Voilà. Comment est-ce que tu juges voilà, cette question-là de ton point de vue de fin connaisseur du numérique sur la partie publique et politique publique? Merci. Je pense qu'effectivement cette notion de tech for good elle est essentielle, puisque je pense qu'il est d'intérêt général, et donc c'est au cœur du service public. Donc nous, elle est au cœur de notre réflexion, évidemment. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Je pense qu'il faut un peu plus la préciser avec, à mon avis, 2 sens dans la tech for good. Il y a d'une part la technologie qui est par nature au service du bien commun. Je prends des exemples, et ici on a des exemples très concrets, notamment avec Vestiaire Collective, où en fait c'est une technologie qui est au service de la mode circulaire et qui, dans le business en soi, est for good. Il y a d'autres exemples dans la santé où quand on découvre une molécule pour sauver un cancer ou un vaccin contre la pandémie, on est naturellement à un impact for good. Ça, c'est le premier type d'impact. Et après, il y a un peu le deuxième,
qui est, et ça c'est aussi une différence, enfin c'est plus proche des GAFA, mais pas forcément des GAFA, mais donc je pense que vous en parlerez, c'est la notion de for good en parallèle du business. C'est-à-dire que vous pouvez chercher à améliorer votre impact par des actions parallèles ou dans un deuxième temps par rapport à votre business. Et c'est là où on peut notamment avoir une distinction entre les différents GAFAM entre eux, où quand votre business est au cœur et uniquement de faire du revenu publicitaire, on est peut-être un peu plus éloigné de vestiaire collectif ou de la santé. Et je pense que c'est assez important de différencier ça. Je ne les mets pas sur des plans différents, mais enfin je ne les mets pas sur un jugement de valeur différent. Je pense que les deux doivent prospérer. Mais c'est important de faire cette distinction-là parce que là où l'Europe se distingue, à mon avis, par rapport aux géants américains et aux géants chinois que tu as aussi mentionné, c'est que je suis assez convaincu que beaucoup de notre tech est for good dans le business. Et il faut que, et c'est en fait un avantage comparatif. Et c'est pour ça que nous, on est très en soutien de la tech européenne et ses valeurs, parce qu'on pense qu'elle est distinctive et qu'elle va nous aider à résoudre les défis les défis de demain, que ce soit sur l'écologie, l'inclusion ou d'autres dans la santé évidemment, et on l'a vu récemment. Donc au-delà de l'aspect développement économique, notre tech européenne, et c'est pour ça qu'on la soutient massivement d'un point de vue politique publique, elle a un impact for good. Et quand on regarde nos plus belles pépites françaises, que ce soit Doctolib, Back Market ou d'autres, on sent qu'il y a cette différenciation-là par rapport à la tech américaine et la tech européenne. Donc pour répondre à ta question, oui, c'est à la fois une ambition, oui, c'est à la fois un soutien de l'État massif pour ça, parce qu'on est convaincu de l'utilité sociétale et économique de ces entreprises au service du bien commun qui vont se développer dans les prochaines années. Ouais. Donc tu penses qu'il y a une vision un peu européenne, un peu plus for good que l'idéologie californienne ou des choses comme ça, parce qu'on entend beaucoup, même dans des séries un peu parodiques sur les startups, que la tech c'est make the world a better place for everyone, etc. Et après, on peut aussi, quand on est un peu geek, savoir que la loi de Kranzberg, par exemple, dit que la technologie est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre. Donc toi, tu penses qu'il y a une différence de nature dans la tech La technologie, tu vois, c'est un outil, et après tu as ses usages, et je suis assez convaincu qu'effectivement, oui, on n'a pas que des technologies. Je ne vous dis pas que 100% des entreprises technologiques françaises sont for good by design et dans le business initial, mais je suis assez convaincu que nos plus belles boîtes, en tout cas, on arrive à faire émerger des sociétés qui ont cet état d'esprit-là. Et quand vous parlez à des nombreux entrepreneurs français, ils se sont tous investis d'une mission, et la mission se reconnaît dans leur business. Et aussi ce qu'on voit dans leur business initial, mais aussi dans leur diversification. Doctolib, à la base, c'est de la prise de rendez-vous qui facilite effectivement votre vie quotidienne. Mais quand ils se développent dans la téléconsultation, je trouve que ça permet aussi une meilleure accessibilité des médecins à des populations plus éloignées, notamment dans des territoires ruraux. Donc tu vois, il y a cette diversification-là va vers de la mission qui est bonne. Et donc j'ai le sentiment qu'en France et en Europe plus largement, on a plus de business comme ça, et c'est des valeurs. Et tu vois, il y a eu effectivement des reportages sur Netflix ou autres, où des employés américains ou nord-américains et autres se sentent plus en adéquation avec les valeurs européennes et les business européens que certaines entreprises de la Silicon Valley. Et en même temps, ça en fait un facteur d'attractivité, puisque c'est un derniers éléments de mon titre de conseiller, c'est que on le voit moi dans mes discussions que j'ai avec des employés américains, que venir en France, c'est pas que venir pour Paris et tout ce que ça apporte, c'est venir aussi dans des entreprises qui ont quelque chose à apporter, une mission, un sens, qui donnent beaucoup à leurs employés. Et c'est vraiment un facteur d'attractivité auprès des employés de la tech, que ce soit étrangers, mais également la nouvelle génération qui sort d'école et qui se dit j'ai envie d'avoir un impact positif sur la société. Et je pense que les boîtes de tech en France ont ça à apporter. Ouais. Il y a une quête de sens dans la tech aussi. Corinne de Bilbao, alors parole à une GAFAM ou un GAFA. Bonjour, déjà bonjour à tous et à toutes. Moi je suis ravie de faire partie de cette table ronde parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai rejoint Microsoft, ça fait 2 mois, donc je suis très récente. Mais c'est aussi un choix de raison, un choix de cœur, parce que la tech for good, ça fait vraiment partie des valeurs de Microsoft et de l'engagement de l'ensemble de ses salariés. C'est pas simplement un mot. Bon, tu l'as dit tout à l'heure, les entreprises, elles sont
plus seulement mesurées sur leur performance économique, leur chiffre d'affaires, leur marge, mais sur l'impact qu'elles peuvent avoir sur la société. Et ça fait vraiment partie de l'engagement de nos salariés au plan mondial, mais aussi il y a des choses qu'on fait en France. Et il faut le mesurer, je suis d'accord, aux actes. C'est-à-dire, c'est pas d'où on vient qui est important, mais c'est qu'est-ce qu'on fait. Donc nous, on fait plein de choses. Moi, je voudrais parler rapidement de 3 piliers. On a 3 grands programmes mondiaux. Il y a un qui est vraiment dirigé sur les organisations humanitaires, en fait, les citoyens qui veulent créer des solutions pour résoudre les problèmes de la société. On a créé un gros programme qui s'appelle Tech for Social Impact, TSI, c'est-à-dire dans lequel on supporte 300 000 organisations dans le monde, c'est 12 000 en France, pour leur donner les moyens de réaliser leurs ambitions. Et c'est comme ça qu'on se positionne, nous, en fait, comme un acteur qui va être un catalyseur pour aider l'écosystème. On est au milieu de l'écosystème. Et l'écosystème, il est français ici. Donc ça, c'est un premier programme. Ensuite, on a travaillé aussi pour l'intelligence artificielle pour le bien commun. Et derrière ça, il y a des programmes sur la planète, la santé, l'accessibilité. Donc c'est aussi démontrer que l'intelligence artificielle peut permettre de mettre à l'échelle et de donner les moyens aux organisations d'aller plus vite et de toucher plus de monde. Et puis il y a le sujet de l'environnement. Et le sujet de l'environnement qui est sur lequel évidemment il y a du déclaratif, mais il y a aussi ce qu'on fait. On est la seule entreprise qui a déclaré être et qui met un programme en œuvre pour finalement éliminer tout le carbone qu'on a créé depuis la création de Microsoft, 1975. Je crois qu'on est la seule entreprise à avoir déclaré ça. Et dès cette année, on peut le mesurer. On a déjà enlevé 1 million de tonnes de carbone de notre écosystème. Le sujet, pour revenir à la France, à ce qu'on fait dans le pays, parce que nous, on est d'abord dans le pays, en tant que Microsoft France, et dans l'écosystème, on a beaucoup travaillé sur l'accessibilité au numérique. Alors c'est vrai que la crise Covid, elle a été un révélateur pour montrer que finalement le numérique est utile. Il a permis de faire plein de choses, plein d'applications, on en parlait des vaccins, on parle de l'application anti-Covid, et en même temps ça a révélé quand même de la fracture numérique, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont accès au numérique et ceux qui n'y ont pas accès. Donc on a eu le plaisir de travailler avec Simplon depuis 2018 en créant ces 26 écoles IA, où on a formé 500 apprenants. Alors avec une partie formation théorique et puis une partie en entreprise. Et d'ici 2022, ça va être 1000 personnes. Moi, j'aimerais bien que ça soit 10 fois plus, quoi. Donc ça, c'est un sujet dont il faut qu'on parle. Mais l'accessibilité à la technologie, elle est hyper importante si on veut que chacun puisse effectivement devenir un acteur technologique et avoir ces pépites françaises aussi qui arrivent sur le terrain. Quand je parle d'accessibilité, juste 2 mots, il y a aussi ce qu'on a fait aussi sur la partie formation, qu'il ne faut pas oublier, les formations à très très grande échelle. Donc on a mis dans un programme qui s'appelle Global Skills à disposition les outils de Linky, de Microsoft Learning, et on a formé 30 millions de personnes dans le monde, 1 million en France. Donc ça c'est super important. Et puis après il y a le fait de s'assurer que dans ce qu'on design et ce qu'on fait tous les jours, les outils tiennent compte des problèmes d'accessibilité, en particulier aussi du handicap. Absolument. Donc là-dessus, dès le design, on inclut des personnes en situation de handicap pour penser, réfléchir à l'utilisation de nos produits. Donc ces sujets-là, c'est encore une fois, ce qui est important, c'est ce qu'on fait sur le terrain, ce qu'on fait dans le pays. Et encore une fois, je dirais, peu importe la couleur du drapeau d'où on vient, mais comment on contribue à l'ensemble de l'écosystème. Et c'est comme ça que nous, on veut se positionner. Super. De toute façon, on va y revenir. Clara, donc la mode circulaire, la Tech for Good, qu'est-ce que ça t'évoque par rapport à Vestiaire Collective? Là aussi, c'est natif, comme le disait Philippe, dans le business? Bien sûr, je pense que la Tech for Good, c'est du marketing, on va pas se le cacher. Vestiaire, on a la chance que notre business model est for good, donc on est les premiers à en profiter et c'est pas parce que c'est du marketing que c'est pas bien. Mettre l'accent, la visibilité sur ces entreprises qui vont utiliser l'énorme pouvoir d'innovation qu'ont les startups pour changer le monde, changer les choses, proposer des nouveaux modèles de consommation comme Vestiaire Collective, je pense que c'est bien.
Ça permet des meilleurs investissements, ça permet, tu en parlais, d'avoir vraiment un label à aussi montrer aux étudiants d'aujourd'hui qui ont envie de s'engager, qui ont envie d'utiliser leurs compétences pour le changement. Je pense par contre que c'est peut-être un peu risqué d'une certaine mesure, parce que ce qu'on ne voudrait pas voir, c'est la tech for good et la tech. Il y a une vraie responsabilité, Corinne en parlait, à l'instar de Microsoft, de toutes les entreprises tech qui ont cette capacité d'innovation, qui ont cette capacité de changement, de s'engager pour construire des nouveaux modèles. Et je pense que faire porter cette responsabilité seulement aux entreprises comme la nôtre, qui l'ont dans leur business model, ça serait dommage, parce qu'on a ces valeurs en France, en Europe, parce qu'on a cette capacité de changer les choses. Et aujourd'hui, une vraie responsabilité sur des enjeux qui sont la diversité, l'éco-responsabilité, trouver des nouvelles manières de coder qui vont avoir un impact plus restreint sur l'environnement, des nouvelles manières d'hoster toute la technologie, les serveurs. Et ça, je pense que ça pourra se faire que si on mène à bien l'innovation digitale avec l'innovation sociétale, tous ensemble, pas seulement les tech for good. Et chez Vestiaire Collectif, vous arrivez à conjuguer la nature native du business model for good et le fait que vous le faites for good aussi technologiquement ou... Bien sûr, c'est l'ADN de la société depuis le début. Donc, bien sûr, aider les consommateurs à consommer différemment, à acheter des produits qui sont déjà en circulation, mais aller plus loin, beaucoup plus loin. On a aujourd'hui, et on pourra l'annoncer bientôt, mais de grandes nouvelles sur notre engagement. Un scoop pour les universités l'été, vas-y Clara. Sinon, c'est moi qui le dis. Hein. Je regarde Dunia, notre Chief Sustainability Officer, qui me dit non, non, non. Si, elle fait les pouces comme ça, si. Mais il y a des labels qui permettent à des sociétés comme la nôtre, et on l'espère de plus en plus de sociétés, de pouvoir s'engager de façon reconnue. Je pense au label B Corp, par exemple. Et le fait que des sociétés jeunes, comme Vestiaire, on a 12 ans, puissent aller chercher ces labels et s'engager à faire les choses non seulement bien pour le consommateur, mais aussi bien pour les employés, bien pour l'écosystème en général, dans la durée. C'est quelque chose, je pense, d'assez inspirant, en tout cas nous qui nous inspire au quotidien, et nos clients et nos employés. Donc on n'a pas entendu que Vestiaire va être labellisé B Corp. Donc, Jean, et du point de vue de Connexio, la Tech for Good, c'est aussi natif? Oui, je dirais pour nous, en fait, je pense que je rebondis sur des messages aussi de Corinne et de Fred, que je pense qu'un des enjeux clés, c'est vraiment en fait de penser en fait à ces publics qui sont vraiment éloignés, les publics les plus vulnérables. Donc, si je parle en fait de ce sujet, c'est un peu dans mon rôle aussi chez Connexio et les missions qu'on porte, qui est en fait, si on prend justement l'exemple de la crise Covid, les personnes les plus impactées, c'était ceux qui étaient déconnectés du numérique. Si on prend certains constats en fait au niveau mondial, c'était un peu plus de 900 millions d'étudiants qui avaient rencontré de grands obstacles en faisant en fait des cours en ligne, par exemple. Au niveau, en fait, aux États-Unis, par exemple, au début du premier confinement, c'était que 4% des personnes, soit en fait infra-bac ou bac, qui étaient capables à travailler à distance. Et en fait, selon le OCDE, par exemple, même si on pense que les jeunes sont les digital natives, la première génération qui a vraiment grandi avec ces outils, en fait, la crise avait aussi annulé 10 ans de progrès sur leur insertion socio-professionnelle. Donc, je pense que vu en fait l'impact, l'influence que les GAFAM portent aujourd'hui dans nos vies quotidiennes, dans les usages numériques tous les jours, je pense que oui, je pense que selon en fait les engagements déjà pris et qu'on peut prendre encore plus loin, c'est de vraiment en fait un travail sur l'inclusion de ces publics, et ça peut aussi peut-être dire un peu plus, prendre plusieurs formes. Donc, ça commence justement avec tout ce qui est équipement, en fait, l'accessibilité numérique, parce que c'est très important si on parle de connexion, si on parle de équipement, mais aussi c'est pas justement ça, c'est aussi la formation, c'est les usages, c'est bien servir, en fait, bien savoir en fait maîtriser les compétences, et aussi d'avoir en fait des écosystèmes plus inclusifs, plus divers, parce que je pense pour tous les startups, pour toutes les boîtes qui vont encore grandir aussi, il y a ce besoin pour les talents et d'avoir des talents issus de tout parcours et tout horizon qui est important. Donc je pense que je vois en fait ça en fait, et comment en fait tous les acteurs en fait aient un rôle assez important à jouer dans cette mission. Et deuxièmement en fait aussi, je fais un petit message sur justement si on parle de sujet de comment on peut bien évaluer cette question de for good dans les entreprises. En juin dernier en fait justement avec le mouvement Impact France, on avait travaillé justement à élaborer sur un outil de score qui est en fait le Tech for Good score du mouvement
Impact France. Donc c'est un outil, en fait, c'est un autodiagnostic qui est gratuit, qui est accessible. Vous pouvez trouver sur le site de Impact France. Ça peut être en fait justement pour des PME jusqu'à des GAFAM. Et l'objectif, en fait, c'est de vraiment pouvoir identifier, de en fait creuser dans des dimensions qui portent sur les enjeux sociétaux, environnementaux, et vraiment en fait vous donner en fait un index sur justement votre score. Donc je vous invite aussi à découvrir ça, parce que si on parle aussi de quels sont les engagements pris, la For Good, il faut savoir aussi et commencer par évaluer tout cela. Absolument. Ouais. Bon. Donc, faites le Tech for Good score, mesurez-vous. Diarata, la Tech for Good, toi aussi, c'est natif dans le projet, dans l'association. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais et en quoi c'est complètement dans le sujet? Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, le fait qu'on fasse de la Tech for Good, c'est le sujet sur lequel on travaille qui fait que c'est for good. On est sur la thématique des violences sexistes et sexuelles. Et en 2015, lorsque j'ai fondé Résonante et l'application Appel, ça paraissait être une évidence d'utiliser la tech au service de la lutte contre les violences. Donc 2015, c'est vraiment le passé, hein, quand on parle en mode digital. Là, on parle des GAFAM et de l'utilisation de la notion de Tech for Good. Moi, l'expérience que j'en ai, c'est que c'est quand même les GAFAM qui ont permis une structure comme la nôtre, parce qu'on est sur un modèle associatif, la tech ça coûte cher, qui nous a permis en fait d'avancer, de faire de grands pas. Donc la question, tout à l'heure, on parlait de washing. Moi, généralement, ce que je réponds, c'est que peu importe la raison pour lesquelles les GAFAM ou les entreprises se lancent dans la Tech for Good ou utilisent cette étiquette-là, peu importe les raisons, en tout cas, sans leur soutien. T'es pragmatique, c'est la fin justifie les moyens, t'as raison. Non, mais sans leur soutien, c'est quand même Facebook qui nous a sorti un chèque de 200 000 €. C'est quand même Google qui... avec son programme non-profit, soutient des structures comme les nôtres. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse la différence entre ces grosses structures et les raisons pour lesquelles elles s'engagent et des structures comme les nôtres. Donc tu rentres pas dans le débat il y en a qui ont des business models nativement Tech for Good et puis d'autres où, comme disait Philippe, il y a une main droite qui fait des choses peut-être publicitaires et une main gauche qui fait des trucs bien. En tout cas, nous, dans notre position, et je pense que c'est la position de la plupart des personnes qui sont engagées sur des sujets comme le nôtre, qui manquent de financement, on s'en fiche en fait de qui nous finance. Parce que les financements qu'on va obtenir, on sait qu'on va en faire de la Tech for Good. Et donc en gros, ils passent par nous pour réellement faire de la tech. Et l'application, elle fait quoi concrètement, si tu peux en parler? Alors, c'est une application qui a été pensée pour les victimes de violences, que ce soit pour les victimes et les proches. Donc concrètement, c'est une application qui est gratuite, qui permet aux victimes de violences d'enclencher des alertes, de prévenir des personnes de confiance. Ces personnes de confiance vont entendre en direct ce qui se passe, vont avoir le suivi GPS en temps réel, elles vont pouvoir organiser les secours en soutien à la victime, et toutes les alertes sont automatiquement enregistrées et vont permettre aux victimes de constituer des preuves, ce qui est un peu le sujet quand on est victime de violence. Et vraiment, l'idée, c'était de centraliser tout ce qui existe, parce qu'on a quand même la chance d'être en France, il y a plein de choses qui se font, il y a plein de professionnels qui étaient assez méconnus du grand public. Donc l'idée, c'est de centraliser tout ce qui peut être utile aux victimes de violences et aux proches, et d'avoir centralisé tout ça dans une application qui s'appelle comment, qui s'appelle Appel. A2P-E2LES. On est d'accord que c'est stylé comme nom. Carrément. Ouais, et tu commences à avoir un recul sur le nombre d'utilisateurs ou c'est... Oui, tout à fait. Moi, je profite d'avoir le micro pour faire un peu de com et aborder les sujets que je voulais aborder. Moi, je trouve que c'est complètement... Mais tu réponds à ma question quand même. Comment? Mais tu réponds à ma question. Oh oui, je vais répondre à ta question juste après, mais je fais comme les politiques. D'abord, je dis ce que j'ai à dire, et puis après, je comprends. Je réponds. Moi, ce que je trouve complètement fou, en fait, c'est de se dire que c'est pas naturel, en fait, d'utiliser la tech sur des vrais sujets de société.
Alors, je ne sais pas si je suis claire. Moi, je trouve ça complètement fou que ça soit moi, en 2015, qui ai eu l'idée d'utiliser la tech au service de la lutte contre les violences. Ça fait des années qu'on fait de la tech, on va sur la Lune, on sait faire plein de choses. Et il y a plein de choses qui pourraient être mis au service de la lutte contre les violences, ou peu importe la cause. Et je trouve ça complètement fou que ça soit juste devenu à la mode quand elles ont été contraintes à le faire, parce qu'il y a des sujets qui ont émergé et qui ont été imposés à tous ces grands groupes. Donc voilà. Et ta question, c'était ? Combien d'utilisateurs pour avoir un ordre de grandeur, hein, juste, quoi. Donc on est à 60 000 utilisateurs et utilisatrices. On est présent dans 13 pays. L'appli est traduite en 6 langues. Et on a été l'outil le plus utilisé pendant les confinements. Donc super, bravo. C'est top. Bravo. Merci Garata. Je reviens à toi, Philippe. Garata disait, il y avait une citation qui circule beaucoup dans les réseaux, c'est pourquoi les personnes les plus intelligentes de la planète travaillent à augmenter le taux de clic des bannières. Pourquoi ils ne travaillent pas sur la tech for good? Donc c'est ma transition parfaite pour la deuxième question. C'est pourquoi est-ce que les GAFAM ne sont pas des tech for good? Est-ce qu'on peut imaginer des tech for good qui deviennent à la taille d'un GAFA, à l'impact d'un GAFA? Je sais que j'imagine tu vas me dire qu'on y travaille en France, mais est-ce qu'il y a des freins? Est-ce que c'est juste pas possible parce que la tech for good, ce sera toujours moins grand public que de faire pas du for good ou... Non, je pense pas qu'il y ait d'opposition entre la capacité à faire émerger un géant technologique mondial comme les GAFA ou les Batix qui soit for good. Je pense que c'est une question de business. Et en fait, tu vois, si le business a un impact positif sur des défis qui sont ceux qui se présentent devant nous aujourd'hui, que ce soit l'inclusion numérique qui a été évoquée ou la transition écologique, en fait, par nature, tu as un marché parce qu'on a besoin de résoudre ces défis-là. Et en fait, c'est des défis qui devront être saisis par des entreprises. Et tu vois, par exemple, je prends l'exemple de la décarbonation de l'industrie, qui est un sujet assez spécifique, mais qui en fait a un vrai impact sur la transition écologique. Tu as des technologies très intéressantes qui se développent pour y arriver, pour réduire les émissions de carbone des usines. Tu vois, il y a un marché monstrueux qui se développe dans les prochaines années. La voiture électrique, il y a quelques années. Tu vois, Tesla qui crée une voiture électrique. Alors oui, évidemment, il faut regarder sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour être sûr que les batteries sont propres. Mais tu vois, la voiture électrique, c'est un marché énorme. Donc moi, je ne vois pas d'opposition à créer un business for good avec un vrai impact positif sur la société dans le domaine de la transition écologique, de la transition numérique, dans l'inclusion, dans les autres défis sociétaux et la capacité à faire émerger un leader. Je pense que d'ailleurs, au contraire, que plus tu deviendras gros, plus en fait tu vas pouvoir répondre à d'autres défis et en fait c'est plutôt ce qui t'anime au quotidien, ce qui anime l'entrepreneur, le chef d'entreprise à la base. Et on a vu des exemples ici où on a des gens animés par la volonté de résoudre des défis et des vrais problèmes qui se posent au quotidien des citoyens. Donc je pense que ces gens-là, c'est cette motivation-là, et je pense que c'est un mindset, un état d'esprit qui va permettre de faire émerger ces champions et ces leaders, et je suis assez convaincu qu'on va y arriver en Europe. Ouais. Et je reviens sur le Tech for Good Summit quand même, parce que l'idée c'était quand même de dire aux acteurs de la tech, de leur rappeler leurs responsabilités. C'est Cédrico qui a initié ça quand il était à l'Elysée. Là aussi, l'idée, c'est quoi? L'idée, je pense qu'effectivement, elle a été impulsée par le président. C'était de dire, il y a une question de soutenabilité de la tech, parce que tu peux pas avoir une tech, à mon avis, tu peux pas avoir une tech qui, d'un côté, a un poids économique énorme dans ce monde. Si on prend les plus grandes entreprises de ce monde aujourd'hui, c'est des boîtes qui existent depuis 20 ans, et c'est un état de fait, et qui en fait se dédouane des grands défis, se dédouane de l'inclusion, se dédouane des questions de diversité, parce que derrière c'est juste tu crées une société à deux vitesses, une société, une élite mondialisée qui va travailler dans ces boîtes de tech, qui va bénéficier du numérique et qui va être connectée, etc. Et d'un autre côté, tu vas, comme ça a pu être mentionné, avoir des gens qui en fait juste ne maîtrisent pas le numérique, qui vont pas travailler dans ces sociétés-là, alors que c'est des sociétés qui vont employer beaucoup de personnes. Et derrière, tu as un problème d'inclusion et de cohérence de société, et c'est juste pas soutenable. Tu vois, nous, quand on fait une grande politique de soutien aux startups, notre défi, c'est quand même que l'écosystème startup français, il soit pas juste des hommes blancs barbus trentenaires, un peu comme moi, tu vois, qui soient plutôt des gens, des startups, enfin des emplois qui bénéficient à l'ensemble de la société française. Et quand on a parlé de Startup Nation, où on nous a beaucoup critiqué, l'idée derrière, c'était pas créer une nation au sein de la nation, c'était vraiment créer une nation
nation tout entière, la nation française, qui bénéficie de tous les bienfaits des startups, que ce soit en termes d'emploi, de souveraineté technologique et évidemment d'accès à une technologie qui va permettre de répondre à des défis. Je prends l'exemple de Blablacar. Blablacar, quand tu habites dans l'Aisne et que tu as envie de venir à Paris et que les TER ça marche pas bien, tu es bien content de faire du covoiturage. Et ça, c'est des choses très concrètes pour le quotidien des Français. C'est pareil pour Back Market, c'est pareil pour Doctolib. Doctolib, là, il y aura quasiment tous les Français qui l'auront utilisé, je l'espère, pour prendre rendez-vous pour la vaccination. Donc tu vois, c'est vraiment des choses qui ont changé la vie le quotidien des Français. Et donc c'est pour ça qu'on le fait. Et c'est vraiment une question de soutenabilité de la politique publique derrière, parce que si t'as pas ça, en fait, tu te retrouves avec une société, une élite qui peut en bénéficier et pas le reste du pays, à la fois en termes de services et d'emploi. Et c'est juste pas soutenable de mettre des milliards chaque année là-dessus, quoi. Corinne, qu'est-ce qui empêche un GAFAM for good d'émerger? Enfin, comme vous aimez être un enabler d'écosystème, vous en rêvez en fait, d'avoir des clients qui deviennent aussi gros que vous et qui soient for good ou pas? Ça marche là? Oui. Ça marche plus, si? Oui, ça marche. Non, nous on pense que toutes les entreprises peuvent devenir des grands acteurs technologiques. Il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas. On s'est engagé dès le début, dès le premier jour sur le sommet Tech for Good. Il y a plusieurs dimensions. Ce que je disais, c'est il n'y a pas les géants de la tech et le reste, c'est un écosystème. Et ça ne marche pas sans l'écosystème. Je trouve que c'est des visions un peu du passé, de mettre en opposition tous ces acteurs-là. Et nous, c'est comme ça qu'on se positionne. On est un catalyseur qui travaille au sein d'un écosystème. Je disais tout à l'heure, 10 500 partenaires en France. Donc concrètement, ce qui est important aussi de souligner par rapport à la France et à l'Europe, c'est que on a vu des vrais acteurs, des très grands acteurs émerger. Nous, on est très fiers d'avoir travaillé un certain nombre d'entre eux. La France, maintenant, c'est 19 licornes depuis le mois de juillet. On a travaillé avec beaucoup d'entre eux pour les soutenir, DataIQ, Credit United, Talentsoft. Et il y a encore plein de possibilités d'en faire émerger. Donc, on a mis en place un programme pour les startups. On soutient à peu près 300 startups en France. Mais c'est toute la chaîne. C'est-à-dire qu'il y a les très grosses entreprises, les licornes, les startups, et puis il y a l'entrepreneuriat social. Et on a fait quelque chose que j'aime beaucoup en France, moi, qui s'appelle, alors ça s'appelle AI for Share, c'est-à-dire partage de l'intelligence artificielle, c'est l'entrepreneuriat social. On a fait ça avec 24 programmes, 24 entrepreneurs sociaux. Je voudrais donner un exemple de choses qu'on fait qui peuvent émerger sur la licorne de demain. Surfrider, avec le programme, on a travaillé donc avec cette entreprise, et là, c'est des personnes, des employés de Microsoft qui viennent et qui travaillent avec l'entrepreneur, donc qui donnent de leur temps, de leur savoir, etc. Et ce programme-là, ça s'appelle Plastic Origins. C'était pour, en fait, on se rend compte que le plastique qu'on retrouve dans les océans, 80% il arrive des rivières, il arrive de la terre, et donc c'est d'identifier de cartographier toutes ces données-là et de pouvoir justement aider à résoudre les problèmes et à bien identifier qu'est-ce qu'il faut faire ensuite pour réduire les plastiques dans les océans. Donc c'est un très beau programme, on l'a fait avec un entrepreneur social, on en fait d'autres, et ça c'est l'engagement des employés. Peut-être que demain c'est la start-up, c'est la licorne de demain, donc c'est toute cette chaîne-là. Et personne ne peut travailler seul. Moi, je ne crois pas du tout, en fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas les grands et les petits. Ça n'existe plus dans le monde d'aujourd'hui. C'est plutôt rassurant. Aussi personnel. Clara, Vestiaire Collective, la prochaine licorne Tech for Good. Tu m'interromps. Ouais, je t'interromps. Ah ouais, d'accord, vas-y. Non, pas du tout. Non, merci pour ces débats hyper riches. Mais si ça vous va, je propose qu'on prenne quelques questions du public et que vous puissiez chacun aussi y répondre. Il y a énormément de questions sur Klaxoon, donc c'est génial, c'est que ça plaît. Une petite question sur l'index d'impact. La question normalement va s'afficher. Que pensez-vous d'un index d'impact pour les acteurs de la tech avec des indicateurs d'accessibilité et d'éco-conception? Jean l'a dit, ça existe déjà. C'est le Tech for Good Score du mouvement Impact France, non? Bah ouais, ça existe, donc voilà, vous en avez rêvé. Le mouvement l'a fait. Tu vas en reparler?
je peux en parler. Donc je pense que c'est parce que ça fait aussi des mois, on a construit ça ensemble avec des partenaires, justement avec des acteurs en fait qui étaient un peu déjà dans cet écosystème. Donc en fait cet index, cet impact score justement, c'est vraiment pour évaluer en fait la partie for good dans les entreprises qui travaillent dans l'écosystème tech, et ça couvre plusieurs dimensions. En fait, ça couvre en fait justement des enjeux d'éco-conception, l'impact carbone, donc des enjeux environnementaux jusqu'à des enjeux sociaux aussi, et même sur en fait des questions de est-ce que les équipes aussi sont bien informées sur ces sujets. Donc ça part en fait des prises de conscience. Donc c'est assez détaillé, assez granulaire cette score. Et donc je vous invite justement tous à découvrir ça. C'est sur le site d'Impact France. Voilà. Absolument, il y a de l'accessibilité, de l'éco-conception, il y a tout ça. Merci Jean. Génial, merci Jean. Est-ce que certains d'autres voulaient réagir à cette question? Ou sinon je propose de passer une autre question. Une question sur il existe un moyen génial et low-tech pour être for good, payer ses impôts sur le territoire dans lequel on déploie son activité. Comment l'imposer aux GAFAM? Corinne, tu veux répondre là-dessus, Philippe? Est-ce que Microsoft paye ses impôts en France? Non, mais c'est un grand combat qu'on a mené depuis 2017. Je vous sors pas la soupe, mais en tout cas, c'est au cœur de. Nous, on voit la souveraineté technologique et numérique sur deux piliers. C'est à la fois faire émerger des leaders technologiques européens et à la fois avoir une régulation qui permette, qui soit juste vis-à-vis des grands acteurs technologiques étrangers. Et en particulier, c'est la question de la fiscalité. Et il nous paraît assez juste d'avoir en fait des acteurs qui payent là où ils ont leurs activités. Et donc on partage vraiment cette assertion. Après, en exécution, donc on a nous-mêmes mis une taxe sur les services numériques au niveau national. Ensuite, sauf qu'au niveau français, ça ne suffit pas. Il faut évidemment que ça soit au niveau mondial, et c'est un des grands combats diplomatiques et un succès, je pense, qu'on a eu sur ce sujet, au niveau de l'OCDE, du G7, etc., pour ensuite imposer cette taxe au niveau mondial et avoir la juste répartition des revenus fiscaux sur les territoires où l'activité est produite. Donc oui, je partage. Est-ce que c'était facile? Non. On a mis plusieurs années à le faire, mais on y est arrivé, et je pense que c'est un combat qu'on a mené. On emmènera d'autres sur la régulation au niveau européen avec le Digital Services Act et le Digital Markets Act lors de la présidence française de l'Union européenne l'année prochaine. Donc il n'y a pas de fatalisme, ça a mis du temps, il a fallu beaucoup de conviction, on y est arrivé, et je pense qu'on peut gagner d'autres combats sur ces sujets. Ouais. Et là aussi, ils ne sont pas tous égaux, les GAFAM, sur le plan fiscal. Je pense qu'il y a des grandes disparités, non? En fonction de leur activité, oui, je suis d'accord. Et je pense que vous pourrez donner un exemple. Tous les GAFAM ne sont pas sur le même type de business model, et donc pas le même type de facturation des revenus. Et donc, il y en a qui sont plus ou moins sincères à la base sur ces sujets. Oui. Est-ce que Corinne voulait réagir ou Non, mais pour compléter ce que vous disiez, nous, notre position, c'est effectivement respecter les règles et se conformer et payer nos impôts là où il faut. Mais de manière plus générale, c'est d'avoir des règles transparentes, équitables pour tous et qui puissent être mesurées. Donc, on est en faveur en tout cas de plus de transparence et de clarté sur ces sujets-là. Oui, pas que sur la fiscalité, sur la partie GDPR aussi, privacy. Mais absolument. Donc sur tous ces sujets-là, on est toujours à être plutôt en position de collaborer pour établir des règles qui soient équitables, transparentes et comprises de tous. Clara ? Je me permets aussi de prendre la parole sur ce sujet, de rebondir sur la question, est-ce que Vestiaire Collective ou les autres licornes françaises sont les prochaines GAFAM for Good ? Et je pense que cette question, elle montre une vraie question qu'on se pose tous, c'est quoi le modèle d'une start-up qui devient scale-up et qui devient à un impact comme celui des GAFAM aujourd'hui. Je pense que cette question m'a beaucoup embêtée, parce qu'en 2021, ça serait très très difficile pour moi de dire que notre objectif, c'est de devenir la prochaine GAFAM. Et je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs, les employés, ils ont envie de faire les choses différemment. C'est d'ailleurs pour ça qu'on existe, proposer des nouveaux modèles de consommation comme Vestiaire Collective, mais aussi des nouveaux modèles d'avancement technologique, de développement. La question des impôts, c'est la plus compliquée, mais on voyait tout à l'heure qui utilise WhatsApp, qui utilise Microsoft, Google, etc. On est sur des situations de monopole qui sont folles, et je pense qu'on est là pour changer ça. Et la Tech for Good, j'espère, continuera à le changer. Merci. Il y a d'autres questions? Je vous propose de passer aux propositions. Les propositions qui ont été travaillées par le collectif Nous Sommes Demain. Exactement. Voilà, et qui concernent la Tech for Good et sur lequel vous avez déjà réfléchi pour choisir sur lequel vous voulez vous prononcer.
Je t'invite, Frédéric, si tu veux, à nous présenter très brièvement les propositions qui sont à l'écran. Ouais, vous, cher public, vous connaissez, vous pouvez voter directement en ligne. Et puis, on est aussi très curieux d'avoir vos avis, chers intervenants, sur ces propositions. Elles sont très bien rédigées, donc elles sont assez explicites. Donc, affichage du bilan carbone de chaque livraison obligatoire pour tous les acteurs du e-commerce. Clara, un petit mot sur celle-ci? Oui, bien sûr. Nous, la livraison, c'est l'impact le plus important de notre activité, vu qu'on vend des produits qui existent déjà. Donc, complètement pour. Je pense que c'est très, très important. On parlait de transparence, c'est un enjeu énorme pour le consommateur. Par contre, je pense que ça ne va pas assez loin. C'est bien d'éduquer le consommateur, c'est bien de lui donner cette transparence, mais on ne peut pas non plus toujours donner toute la responsabilité au consommateur. Et la livraison, oui, c'est son choix. Mais la production, la façon dont ont été conçus les produits, ce n'est pas le sien. Et c'est là où il y a vraiment besoin de transparence. C'est tous les metteurs sur le marché où on aurait vraiment besoin d'un standard de transparence pour pouvoir comprendre que quand on achète un t-shirt Zara ou autre à 5 €, a priori la personne derrière qui l'a cousu n'a pas très bien gagné sa vie. Et ça, c'est vraiment le plus important. Transition parfaite sur la proposition 2, intégrer des modules d'éco-conception logicielle dans les formations diplômantes initiales et continues liées au développement de services numériques. Donc ça, c'est le cas à Saint-Plon, voilà, déjà. Mais effectivement, l'éco-conception du numérique, c'est vrai pour un t-shirt, c'est vrai pour un site web, c'est vrai pour un cloud. Intégrer de l'éco-conception. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir sur ce sujet-là. Je sais qu'il y a des choses qui se font chez Microsoft, mais il y a aussi d'autres choses sur lesquelles tu peux réagir, Corinne. Droit à la formation numérique pour les publics éloignés de l'emploi. Alors ça, moi, ça ne me parle pas du tout. Jean, tu veux en parler? Oui, je pense que parmi les différentes propositions, je pense que c'est vrai que c'est en fait c'est celle-là en fait que je pense pour nous c'est quelque chose de plus pertinent dans le sens que et je pense qu'on avait vu ça encore avec la crise que en fait pour le fait que ça concerne 13 millions de personnes en France, l'exclusion numérique que aujourd'hui pour faire toutes les démarches dans nos vies, les démarches administratives, les démarches professionnelles, tout se passe en ligne et justement avec la crise, on avait demandé des équipes de jour à lendemain de passer sur les outils. Donc je pense que c'est une force, une nouvelle source et forme d'exclusion. Et donc pour nous, en fait, ce qu'on constate sur le terrain aujourd'hui, c'est il y a des enjeux pour aller identifier des publics, surtout par exemple parmi les publics jeunes qui pensent que juste avec le smartphone, je fais tout, je sais tout. Sauf que d'envoyer en fait un CV, de pouvoir échanger sur LinkedIn, d'avoir en fait une présence et aussi de faire des démarches professionnalisantes sont pas, en fait, c'est pas la même chose. Et aussi pour nous, c'est aussi de savoir qu'aujourd'hui, les publics qui ont les plus besoin de formation sont ceux qui ont en fait les moins de possibilités. Parce que par exemple, si on travaille, on est salarié, on a le compte professionnel de formation, par exemple. Et aujourd'hui, beaucoup des publics qui sont pas en situation de travail, des personnes réfugiées, par exemple, des jeunes qui n'ont jamais en fait commencé à travailler encore, sont des personnes qui peuvent pas bénéficier de ce type de dispositifs. Donc c'est pour là, en fait, on soutient cette proposition d'aller encore plus loin et donner ce droit en fait à toute personne en fait qui est éloignée de l'emploi. Voilà. Corinne, en un mot, j'imagine que tu souscris aussi à cette proposition-là. Absolument, je pense qu'elles sont toutes pertinentes, mais non, c'est évident, il ne faut pas que le numérique devienne réservé à une élite. Et qu'on crée une fracture sociale encore plus grande. Donc, puis les skills, les compétences, c'est vraiment ce que vous faites. Donc les compétences, c'est super important. Et moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je voudrais que les 1000 apprenants deviennent 10 000, qu'on fasse d'autres choses. On a continué à faire d'autres choses, mais c'est super important. Oui. Oui. La 4 et la 5, elles sont un petit peu liées. Effectivement, il y a des aides, des crédits d'impôt, des aides aux entreprises innovantes, mais il n'y en a pas forcément. Il n'y a pas de statut d'entreprise innovante à impact social et environnemental. Il n'y a pas forcément de crédit d'impôt sur ces types d'innovations-là. Donc, Philippe, tu veux au hasard? Non, mais je pense que c'est une bonne question de comment on arrive à plus à aider ces sociétés-là et comment on arrive à les soutenir. Et il y a toute une palette d'outils à utiliser, que ce soit les aides de la BPI, les crédits d'impôt, les exonérations de charges sociales, etc. Et comment on arrive à faire plus. On y travaille beaucoup. Ça fait des années qu'on discute avec Eva sur ces sujets. Je pense qu'on progresse. Et à l'inverse, il y a eu beaucoup de débats sur le fait que ça soit obligatoire ou pas d'avoir cet impact-là. On peut aussi considérer qu'il y a des entreprises qui vont devenir un impact plus tard et qui vont avoir un impact et respecter des règles
plus tard dans leur développement, et donc je ne pense pas qu'il faut être exclusif forcément, mais comment on aide à faire plus sans faire moins pour les autres. Ouais. Et la dernière proposition, je pense que là, Diarata, tu vas l'adorer, c'est réorienter tous les fonds publics, notamment les fonds des programmes d'investissement d'avenir, sur des projets à impact social et environnemental, donc notamment sur des associations ou des applications comme la tienne. Donc j'imagine ça, c'est... C'est ça, c'est quand on est une structure comme la nôtre, nous on est sur un modèle associatif, on se rend compte que la plupart des aides et des soutiens sont vraiment tous orientés vers l'entreprise. Et c'est un choix en fait de rester sur un modèle associatif. Donc comment on trouve que soit on crée un nouveau statut qui se trouve entre le modèle associatif et celui de l'entreprise, ou comment les structures comme les nôtres peuvent bénéficier de toutes ces aides-là qui sont généralement réservées aux entreprises. Très bien. D'autres réactions là-dessus? Sur les PIA, tu penses que là aussi... Dans le plan de relance, tu vois, on a mis un tiers des montants des 100 milliards sur ces sujets écologiques. Donc pour nous, c'est une priorité évidente, et on va faire pareil dans le plan d'investissement qui a été annoncé par le président au mois de juillet, qui sera dévoilé dans les prochaines semaines. Juste, c'est une nécessité, et évidemment, on met massivement des moyens là-dessus. Donc on va continuer. Il faut le faire parce qu'on pense que dans le soutien à l'offre, il faut que ces nouveaux services, ces nouvelles technologies qui permettent de répondre à ces défis, alors même sans tomber dans le solutionnisme technologique non plus. Je pense qu'il ne faut pas croire que tout va être résolu par la technologie, et que tout le réchauffement climatique va être résolu par des technologies qui vont apparaître dans les 30 prochaines années. Donc il faut aussi changer les comportements évidemment, mais on est aussi convaincu que ce ne sera pas uniquement la décroissance qui va nous permettre de résoudre ces problèmes-là, et c'est aussi l'innovation et les nouvelles solutions, d'où un soutien massif sur ces sujets dans le plan de relance et dans le futur plan d'investissement. L'heure est au vote, c'est ça Céline? Exactement, merci à chacun pour vos réactions sur les propositions. Je vous propose de découvrir les réactions du public. Ah, c'est déjà voté? Eh oui, c'est déjà voté. Qu'est-ce qu'il dit, donc on est sur... il n'y a pas quelque chose... Si, il y en a un qui sort un petit peu du lot. Réorienter une partie des fonds des programmes d'investissement d'avenir vers les entreprises à impact social et écologique. Mais on voit que c'est quand même très serré. Est-ce que Frédéric, tu veux réagir par rapport à ça et puis conclure sur cette table ronde? Effectivement, je crois que la question du financement, qu'il soit direct en subvention ou en crédit d'impôt pour soutenir ces innovations à impact social et environnemental, c'était assez plébiscité par l'Assemblée. Donc ça, c'est pas forcément très étonnant. Après, peut-être qu'en tant qu'entrepreneurs sociaux, ils n'ont peut-être pas réagi sur la partie bilan carbone des livraisons Amazon qui ne manque pas de faire à 55% CF, le petit sondage juste avant. Mais non, en conclusion, je dirais que on n'a pas tranché le débat sur ambition ou utopie. Est-ce que c'est ambition et utopie? Parce qu'on voit qu'il y a des ambitions effectivement côté GAFAM, que côté Tech for Good, on a envie aussi de continuer à collaborer avec les GAFAM et aussi de pourquoi pas être à l'échelle, même si j'ai entendu le petit message de Clara, peut-être que c'est pas un objectif de devenir aussi gros que Microsoft ou que Google quand on est une Tech for Good. Mais voilà, on restera là-dessus. C'est toujours le remède et le poison. Voilà, c'est ni bon, ni mauvais, ni neutre. Donc je pense que le mouvement Impact France va aussi prendre des positions assez fortes sur la partie Tech for Good. Donc suivez le plaidoyer là-dessus, et puis peut-être des acteurs comme Vestiaire, comme Microsoft, et regardez les actes et les preuves, et voilà, objectivez et remplissez tous le Tech for Good score pour pouvoir vous mesurer, vous benchmarker, et puis peut-être découvrir des choses que vous n'aviez pas imaginées pour améliorer votre empreinte Tech for Good. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup à cet incroyable panel. Et merci au panel.